Merci beaucoup, M. Mamar Talandao, d'avoir eu l'amabilité de recevoir les équipes de l'agence de presse sénégalaise, équipe audiovisuelle, digitale et des dépêches. Je rappelle que vous êtes le secrétaire d'État en charge de l'urbanisme et du logement. Merci beaucoup. Nous démarrons très rapidement. Vous avez été nommé secrétaire d'État en charge donc de l'urbanisme et au logement lors donc de la formation du premier gouvernement de la troisième alternance politique. Quel est le bilan peut-être des actions que vous avez eu à mener depuis votre nomination? Merci beaucoup Mansour. Permettez-moi tout d'abord de remercier vos équipes qui sont là présentes pour conduire cette interview. En termes de bilan, nous pouvons dire déjà un important travail en termes de production de textes réglementaires, notamment les décrets d'application du Code de la construction qui a été validé, mais également les décrets d'application du Code de l'urbanisme qui est en phase de dernière lecture. Et au-delà de ces textes qui sont des textes extrêmement importants dans le cadre de l'encadrement de l'urbanisme mais également de la construction, il y a également le travail qui est en train d'être fait par rapport aux projets sur les villes, sur les cités religieuses. Parce que quand on est venu, on a vu un certain nombre de projets qui étaient à l'arrêt, dont ces projets par rapport aux villes religieuses. Et on a relancé ces différents projets, des chantiers sont relancés, mais également beaucoup de projets sont aujourd'hui en train d'être finalisés, certains attendent d'être réceptionnés. Également, dans le cadre de Setal Sunu Réew, nous avons accompagné les collectivités territoriales, beaucoup de collectivités territoriales en matière d'équipement, le matériel de nettoiement. C'est un travail important qu'on est en train de mener pour accompagner les différentes équipes, les différentes collectivités territoriales à disposer de matériel de nettoiement. Mais également aussi, dans le domaine foncier, nous avons effectué énormément de travail parce qu'il fallait faire des évaluations parce qu'il y a beaucoup de litiges et le ministère participe aux différentes commissions qui sont en train de mener des évaluations, faire l'état des lieux par rapport aux différents sites, mais aussi des zones que vous connaissez. Et d'ailleurs, y a-t-il en perspective des chantiers prioritaires? Oui, beaucoup de chantiers prioritaires. Déjà, dans le domaine de la planification urbaine, parce que qui parle de ville parle de planification urbaine, et il faudrait faire en sorte que le défi de la planification urbaine soit relevé en termes d'harmonisation des outils, mais aussi en termes de doter les villes de documents de planification urbaine. Ça aussi, c'est un chantier. Mais également, dans le domaine de l'habitat, faire en sorte que nous réorientons le programme 100 000 logements. C'est un programme que nous avons trouvé ici, mais qui n'a pas pu donner les résultats escomptés. Nous sommes en train de réorienter ce programme afin de permettre aux populations de pouvoir accéder à un toit, mais aussi d'améliorer les conditions de ce programme pour faciliter l'accès, mais aussi réduire le gap en termes d'accès au logement. Il y a aussi en termes aussi de chantier, il y a la rénovation du cadre urbain, le cadre de vie qui constitue aujourd'hui un défi qu'il faudrait relever, la lutte contre les encombrements, mais aussi la gestion des déchets qui constitue un défi extrêmement important sur lequel on est en train de réfléchir, de réorganiser en tout cas le cadre de gouvernance de la gestion des déchets avec de nouvelles équipes qui sont installées pour conduire les différents chantiers, les différents défis auxquels nous devons faire face. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Certains professionnels de l'urbanisme estiment souvent que la DESCOS, la Direction générale de surveillance et de contrôle des sols, n'est pas assez dotée de techniciens pour mener à bien sa mission. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire pour réguler ces écueils? Bon, je ne pense pas que ce soit ainsi parce que la DESCOS a beaucoup en tout cas, de spécialistes. Au-delà des hommes de tenue que vous voyez, il y a des spécialistes qui les accompagnent avec plusieurs divisions. Il y a beaucoup de divisions au sein de cette direction. Je pense que, certes, les moyens ne sont pas souvent satisfaisants. Il faut davantage renforcer les moyens pour leur permettre de renforcer
leur intervention sur tout le territoire national, parce que la DSCOS doit intervenir sur tout le territoire. Je pense que c'est à ce niveau que le gouvernement va d'abord davantage mettre l'accent pour renforcer le dispositif, mais renforcer les moyens d'intervention de la DSCOS. Placé sous la tutelle de la primature, n'a pas assez de synergie avec votre département. Vous partagez ce constat? Je ne partage pas cette assertion parce qu'en réalité, chacun a son rôle et les rôles sont bien définis, très clairs, très précis. L'urbanisme a son rôle en termes de planification, d'organisation des territoires, des villes, mais la DSCOS également joue un rôle très important en termes de surveillance, de prévention des occupations irrégulières, en termes de lotissement et autres. Et ça, c'est un rôle très important et ça permet davantage de serrer les responsabilités dans la gestion des villes. Et ça, je pense que c'est à saluer. C'est à aussi comprendre parce qu'il y a une évolution. La DSCOS était au début au niveau du ministère de l'Urbanisme. Ensuite, on l'a transféré au niveau du ministère des Forces armées. Aujourd'hui, pour renforcer son autorité, pour renforcer en tout cas ses compétences, on l'a mis au niveau de la primature. C'est vraiment une stratégie de renforcement de prérogatives, mais d'autorité en termes de surveillance, de prévention des occupations irrégulières. Si on sait déjà que c'est un contexte très sensible avec beaucoup de difficultés, il fallait renforcer, placer la DSCOS au niveau de la primature. Comment en fait, vous travaillez avec cette direction chargée de l'occupation du sol? On est en synergie en réalité. Avec la DES, vous savez, il y a la DSCOS, il y a le CADERS, il y a également les domaines, il y a l'urbanisme. Chaque acteur a son rôle dans le dispositif. Nous faisons de la planification, on fait la planification urbaine en termes d'affectation par rapport aux différents services, l'habitat, les équipements, les infrastructures, la voirie, et tout ceci rentre dans le cadre des compétences du ministère de l'Urbanisme. La DSCOS aussi a son rôle, parce que son rôle c'est de prévenir, mais aussi de lutter contre les occupations irrégulières. Parce que aussi, moi je pense que c'est très cohérent. Quand nous planifions, quand nous mettons en place un dispositif d'occupation, de planification urbaine, et on construit également, les autres acteurs construisent également, ça peut être un particulier, ça peut être des promoteurs, c'est à la DSCOS de pouvoir surveiller cela pour que la réglementation qui a été définie par le ministère soit bien respectée, parce qu'il serait très difficile d'être juge et partie. C'est pour cela que nous, on travaille en parfaite intelligence. Peut-être ceux qui sont en dehors du système peuvent penser qu'il y a des incohérences ou des malentendus, mais en réalité, on travaille en parfaite communion, en parfaite synergie, en parfaite intelligence. Tout à l'heure, à l'entame de votre propos, en parlant des chantiers prioritaires de votre département, vous avez évoqué le programme de construction des 100 000 logements. Où en est-on avec l'exécution de ce programme et qu'est-ce que vous comptez faire concrètement à votre niveau? Je pense que c'est important de rappeler aux Sénégalais que le régime qui était là avait mis en place ce projet 100 000 logements avec beaucoup d'ambition, 100 000 logements, avait aussi mis en place un ensemble de dispositifs qui allaient permettre d'arriver à des résultats. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec l'évaluation que nous avons faite, les résultats escomptés n'ont pas été obtenus. Et donc, c'est très regrettable de le constater ainsi. C'est pour cela, dès notre arrivée, nous avons organisé un atelier de réorientation, de restructuration de ce projet pour lui donner une nouvelle dynamique, un nouveau souffle en essayant d'améliorer la gouvernance, parce qu'on a senti qu'il y avait un problème de gouvernance de ce projet. Et avec tous les acteurs qui tournaient autour, il y avait un manque de coordination et de concertation. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire déjà de poser ce projet, les nouvelles orientations sur déjà l'accès à la propriété, parce que les populations ont besoin d'accéder à la propriété, mais aussi l'accès au locatif, le locatif social, parce qu'il y a des besoins en termes de locatif social simple, mais aussi la production de parcelles viabilisées, accompagner l'autoconstruction.
faire en sorte que tous les besoins soient couverts par les nouvelles orientations que nous proposons aux Sénégalais. Et ces orientations sont en train d'être validées. Et le moment venu, nous allons partager avec les différents acteurs, travailler avec aussi les différents promoteurs, mais aussi travailler également avec la SNHLM, la SICAP et aussi l'implication de la CDC. Parce que quand même, dans le cadre de notre programme, dans le cadre de notre projet, nous nous sommes engagés à renforcer la SNHLM, la SICAP. Et ça, la semaine dernière, on avait déjà organisé une rencontre avec la SNHLM. Au cours de cette rencontre, nous avons constaté que l'État, au début de la création de ces sociétés, l'État était au cœur de ces sociétés en termes de subventions, en termes d'accompagnement. Et c'est pour cela qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup de résultats qui avaient été obtenus. Mais à partir des années 90, l'État s'est retiré et cela a impacté les résultats de ces différentes sociétés. Notre position aujourd'hui, nos orientations, c'est de faire revenir l'État dans ce dispositif parce qu'on ne peut pas parler d'habitat social sans pour autant que l'État soit présent. Et donc, c'est un engagement que nous allons mettre en œuvre pour que l'accompagnement nécessaire, les subventions nécessaires qui doivent accompagner, qui doivent en tout cas être portées au niveau de ces sociétés soient bien orientées. Monsieur Ndao, si vous le permettez bien, une petite digression. L'actualité aussi est marquée par cette révision constitutionnelle qui a été rejetée au niveau donc, de l'Assemblée nationale. En toile de fond, donc, il fallait supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique et social et environnemental. En lieu et place, le ministre de l'Urbanisme des collectivités territoriales avait préconisé la création de 8 pôles territoriaux pour une meilleure planification et de la gestion de l'espace au Sénégal. Déjà, par rapport au rejet, comment vous trouvez un peu, peut-être dans une certaine mesure, les motivations qui ont été donc avancées et dans un autre domaine, est-ce que ce n'est pas aussi créer 8 pôles territoriaux, ce n'est pas déshabiller ces gens pour habiller ces pôles dans une certaine mesure? Je voudrais tout d'abord peut-être saluer, apprécier la démarche de M. le Président de la République, qui est vraiment une démarche de démocrate, parce qu'il pouvait avoir d'autres voies pour pouvoir arriver à des solutions. Mais nous sommes dans un pays de démocratie et il fallait passer, et il a jugé nécessaire de passer par l'Assemblée nationale pour cette modification de la loi afin de pouvoir supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et aussi le Conseil économique, social et environnemental. Et la suite, nous la connaissons, c'est le rejet de ce projet de loi. Mais il faudra dire que c'est très regrettable en réalité parce que il faut savoir que ces institutions, certes, même si c'est des institutions qui jouent le rôle, mais malheureusement, le but, les motifs qui ont prévalu pour leur création n'ont pas été respectés parce que c'est des institutions, d'abord dans leur composition, mais aussi dans leur fonctionnement, qui n'ont pas pu répondre, en tout cas qui n'ont pas pu répondre à l'attente des populations. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait regretter de manière très, très amère. C'est cela d'ailleurs qui a motivé d'ailleurs cette demande pour la suppression, parce que des institutions qui fonctionnent sur la base de beaucoup de milliards et sur lesquelles les Sénégalais comptent pour pouvoir apporter leurs contributions, leurs orientations dans la définition des politiques, mais aussi dans la surveillance, mais aussi le contrôle de l'action publique, n'ont pas pu réellement jouer ce rôle. Il fallait vraiment agir pour les supprimer. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Je pense que nous sommes dans une dynamique, nous sommes des acteurs politiques. Il y a plusieurs schémas qui sont possibles pour arriver à cela. Déjà, l'Assemblée nationale qui peut être
supprimée parce que le président de la République avait demandé l'avis du Conseil constitutionnel qui a répondu. Et aujourd'hui, cette Assemblée nationale aura 2 ans. Le président de la République aura la latitude de pouvoir la dissoudre et penser à des élections pour pouvoir certainement avoir la majorité et que ces institutions, il y aura d'autres propositions. Je ne rentre pas dans tout ce qui va être fait en termes de pôle territoire, parce que c'est déjà dit par le ministre des collectivités territoriales. Mais ce qui est important, qu'on fasse le focus sur ces éléments en termes vraiment de démarche politique, de démarche d'un démocrate qui voudrait que l'Assemblée nationale fonctionne sur la base de la réglementation du pays, mais aussi sur la base des intérêts du Sénégal, parce que aussi des intérêts du peuple sénégalais. Parce que le peuple sénégalais a élu une majorité qui est là, et forcément le peuple attend de l'Assemblée nationale qu'elle adopte une posture qui permet au président de pouvoir gouverner. Mais on sait ce que c'est que la politique, mais des solutions seront proposées par la haute autorité qui décidera le moment opportun par rapport à cette question. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed Talla Ndao. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir donc reçu un peu les équipes de l'agence de presse sénégalaise, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Je rappelle que vous êtes le secrétaire d'État en charge de l'urbanisme et du logement. Rendez-vous est pris très prochainement avec un autre invité. D'ici là, restez scotchés et connectés, sans jamais vous déconnecter sur les différentes plateformes de votre société nationale, l'agence de presse sénégalaise, la vitrine du Sénégal. Merci à vous.